Bonsoir. Une belle soirée de décryptage s'annonce devant nous comme tous les jeudis dans le Live Talk. Et ce soir, le sociologue Valentin Zawi sera aux côtés de nos experts maison, Alain Toussaint, Edith Bourbleu, Élisée Bolougbe, pour une analyse pointue de la récente actualité. Il sera question de la rencontre entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, de la récente sortie de Simone et Yves Gbagbo et des nouvelles mesures prises par le gouvernement dans le domaine de la sécurité routière. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Bonsoir, oyez, oyez. On est content. On m'a dit que je suis beaucoup plus clair quand même maintenant. Donc ça me ravit un tantinet. Madame Bleu. Oui, merci. Non, pas du tout, ça va. Éclatante. Bah c'est ça, une peau noire éclatante. Merci beaucoup, Madame Bleu. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Je suis solidaire. Ah oui. Solidaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de peau d'ébène sur le plateau. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Alain Toussaint, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Brico. Vous allez bien? Merci. Et on a un petit clin d'œil, un petit coucou qu'on souhaitait faire à quelqu'un ce soir. Oui, avec un fidèle téléspectateur de notre émission du jeudi, l'un des tout premiers avocats de Côte d'Ivoire, Akwa Paul Aïzi, qui a fêté ses 80 ans le week-end dernier. Ah, bravo. Donc, voilà, L'innovation, voilà. Longévité. Et je lui ai dit que tu serais présent au centenaire. Oui, ça c'est bien. Donc on s'y apprête. Hein. Il n'y a pas de problème. Monsieur Élisée Bolougbe, comment ça va? Très bien. Bonsoir, Brice. Oui. Toujours la pêche. Oui, on le sent également, vous, dans votre voix aussi. Merci. Et puis nous a rejoint le très élégant Valentin Zawi, il est sociologue. Bonsoir, monsieur Zawi. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas sur le plateau. Bonsoir Brice. Mais bon, C'est un plaisir. votre élégance, Non, il est tiré à 4 épingles là. c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut bien honorer ce plateau qui compte dans le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire. Oh là là, Et c'est des familles, parce qu'ils viennent de Babré, et on est de la même famille d'ailleurs. Ah ça, le sang ne manque pas. Voilà. Merci. Très bien. Je le devinais, moi, ça a été confirmé. Bon, le moment est venu de rentrer dans le vif du sujet. Toute l'équipe est en salut place. Mais je vous ai dit, Madame Bleu, bonjour au début. Ok, d'accord, bonjour, bonsoir, comment vous allez? Bon, on va très bien, bien, merci. C'est un plaisir d'être Ben, avec vous. bonne arrivée. plaisir partagé, madame. Plaisir partagé. Bon, on se rapproche des vacances. Hein. Tout de suite, on part pour notre décryptage. Ouais. Notre premier point de décryptage ce soir concerne une rencontre une rencontre qui dans l'agenda, cette rencontre-là, qui se trouve dans l'agenda donc du président Laurent Gbagbo, donc qui a été annoncée. Cette rencontre-là entre le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Moi, j'ai même envie de dire tout de suite, là, quand je l'ai lu dans l'agenda prochain du président Gbagbo, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a à espérer de cette rencontre? Bon, déjà aussi, c'est la première personnalité politique ivoirienne que le président Laurent Gbagbo va rencontrer. Donc, depuis son retour, il avait d'abord mis en priorité les questions familiales, parce que c'est très important aussi pour lui de pouvoir renouer avec les membres de sa famille qu'il avait perdu de vue depuis son incarcération. Et cette fois-ci, maintenant, on a l'impression et on pense qu'il s'attaque maintenant au volet politique. Et donc avec cette rencontre qui est prévue le 10 juillet avec Henri Konan Bédié à Daoukro, donc dans la région de Lifou. À quoi faut-il s'attendre? Je pense qu'il y a deux enjeux certainement. D'abord un enjeu, une visite aussi à un aîné, donc à Henri Konan Bédié. Et surtout sachant qu'ils se sont rencontrés aussi à La Haye lorsqu'il y était lors d'un dîner. Ils ont eu à échanger. Et aussi le volet politique, maintenant le second enjeu, le volet politique, parce que derrière, on sait très bien qu'il y a eu un rapprochement avec une alliance électorale. Donc peut-être l'objectif également, c'est de renforcer cette alliance électorale et voir comment faire de telle sorte que ça repositionne l'environnement politique, le paysage politique, avec ces deux teneurs de la politique. Élisée Bolougbe, les enjeux de cette rencontre? Ben, les enjeux, je pense qu'ils sont plus ou moins sûrs. Hein. C'est dans un premier temps se concerter et donner les orientations politiques, puisque depuis le divorce entre, je dirais ça ainsi, entre le président Bédié et le président Ouattara, dans l'alliance RHDP, on a tout de suite vu que le PDCI et le FPI se sont rapprochés.
Et comme le rappelait Edith Brou, le président Bédié même avait effectué un déplacement à Bruxelles pour aller rencontrer le président Gbagbo. Et les dernières élections législatives, on a vu que dans plusieurs régions, ces partis-là sont partis en coalition. union. Voilà. Donc, je pense que c'est déjà dans un premier temps pour confirmer, affirmer cette alliance. Et aussi, je me dis que c'est un devoir de reconnaissance un peu du président Laurent Gbagbo parce que le président Bédié lui a rendu une visite de courtoisie à l'époque quand il était à Bruxelles. Il se dit qu'après être rentré au pays, il est quand même de son devoir de retourner, faire quand même sa civilité à ce président-là. Mais comme je le dis, au-delà de tout ça, je me rends compte que nous sommes en train d'expérimenter une troisième combinaison et qui, pour moi, est en train de consacrer la fin d'un cycle. Parce qu'on a déjà vu la combinaison Ouattara-Gbagbo, on a vu la combinaison Ouattara-Bédié, il ne restait plus que la combinaison Bédié-Gbagbo. Et c'est à cette combinaison-là qu'on assiste maintenant et nous sommes tous curieux de voir son issue en fait. Alain Toussaint, vous, expert en communication, que Laurent Gbagbo rencontre Henri Konan Bédié en première visite, il y a un symbole, il y a un signal? Je trouve sa démarche tout à fait normale, compte tenu de la visite que lui avait rendue le président Bédié en juillet 2019 à Bruxelles. Et c'est un peu renvoi d'ascenseur. Maintenant, il y a le contexte de cette visite. Laurent Gbagbo est rentré au pays le 17 juin et l'on se souvient que dans ses prises de parole, il n'a pas envoyé de message à l'endroit du gouvernement. Et donc cette visite à Daoukro est comme le signal d'un rapprochement plutôt que d'une alliance. Voilà, d'un rapprochement dans une vision que je résumerai en quelques mots, tout sauf Ouattara. Et donc ce type de front contre une personne, contre un camp, contre une personnalité prospère rarement. Parce qu'on l'a vu déjà en octobre 2020, on a vu que le président Gbagbo n'avait pas donné de consignes claires. Il n'y avait pas une attitude, une ligne par rapport à la conduite que devait tenir l'opposition. L'essentiel est d'être tous contre Ouattara. Et je pense que le voyage de Daoukro, j'allais même dire le pèlerinage de Daoukro, est un peu le début de cette nouvelle page de ce front contre M. Ouattara. Sur un front social, vous êtes sociologue, comment vous pensez que les populations aujourd'hui, Valentin Zawi, perçoivent cette rencontre-là? Est-ce que c'est un autre signe d'apaisement, de rapprochement? Est-ce que c'est de bon augure? Ben, les lectures diffèrent en fonction de là où on se situe. Vous avez les militants des partis concernés qui applaudissent de leurs 4 membres. Le fait que les deux leaders se rencontrent, ce sont des hommes politiques, dont rien n'est fait au hasard. Et à côté, vous avez certainement les militants du RHDP qui voient ça d'un mauvais œil. Parce que dans ce pays, malheureusement, on va d'alliance en mésalliance, au gré des vents et des intérêts. Donc, et les souvenirs qu'on peut en avoir ne sont pas toujours de nature à nous rassurer. Donc, on observe. Et puis, comme l'a dit Élysée, comme l'ont dit mes prédécesseurs, on va essayer de voir ce que ça va donner. Mais moi, je pense, je termine avec ça, ce qu'il faut souhaiter, c'est que nos hommes politiques travaillent aujourd'hui vraiment à la vraie réconciliation. Je pense il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de meurtrissures. Ils ont le droit, c'est des hommes politiques, ils ont le droit de poser des pas, de poser des actes, mais il faut juste espérer que tous ces actes-là qui sont posés, ces pas qui sont faits, aillent dans le sens de la vraie réconciliation. Et dans l'intérêt supérieur de la nation. Alain Toussaint, vous terminez? Voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, effectivement, il a parlé d'alliance, des alliances, j'aime bien la terminologie. Finalement, quand ils se mettent ensemble, sur quoi sont-ils d'accord? Est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on tourne la page de 30 années de conflits politico-militaires au centre duquel ces 3 personnalités ont été? Que Bédié a quand même subi un coup d'État, Laurent Gbagbo une rébellion, et M. Ouattara est arrivé au pouvoir après une contestation post-électorale. Donc, sur quoi ces 2 leaders importants du pays se mettent-ils d'accord? Parce que l'essentiel ne doit pas seulement être la reconquête du pouvoir, parce que le président Bédié, depuis 1993, il songe en se rasant. Laurent Gbagbo, depuis sa cellule de la CPI, songe à revenir certainement au pouvoir.
Et le président Ouattara a sans doute un bilan, un projet qu'il aimerait soumettre certainement aux Ivoiriens. Donc quand on parle de réconciliation, est-ce que ces trois leaders sont d'accord sur le fait que la Côte d'Ivoire doit définitivement tourner ces 3 décennies noires, parce qu'il y a une nouvelle génération qui a besoin qu'on lui lègue quand même un pays en paix, apaisé, pacifié. Voilà. Et on verra bien ce que ça va donner dans le discours, parce qu'on on attend depuis un bon moment, depuis son retour le 17 juin à Abidjan, on attend ce discours qui est censé appeler à l'union sacrée des Ivoiriens. Certainement qu'il le fera à Daoukro à l'issue de cette concertation, de cette rencontre, cette visite d'amitié au président Henri Konan Bédié. Est-ce qu'il va appeler donc à cette réconciliation, ou est-ce que, comme tu le dis, on repartira sur d'autres bases avec une conquête, en tout cas des prémices de reconquête du pouvoir? Élisée. La question est posée. Ok, moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Alain Toussaint, pour essayer d'apporter une réponse à sa question. Est-ce qu'ils s'entendent tous pour tourner la page de la trentaine de crise et autres, tout ça? Moi, je dirais tout de suite au regard, en m'appuyant bien évidemment sur les discours des uns et des autres depuis quelque temps, je crois que ça ne figure pas du tout dans leur agenda. Quand tu vas au PDCI aujourd'hui, on n'ose même pas évoquer l'après-Bédié. Ça n'existe même pas. C'est-à-dire le fait aujourd'hui, c'est considéré comme un tabou, c'est considéré comme un crime de lèse-majesté. Je pense que le président Gbagbo, lui, nous a déjà convaincus lors de son interview avec Denise Epoté-Durand au mois d'octobre dernier, où il a dit qu'on ne devait pas voir la question de la gestion politique de la Côte d'Ivoire sous le prisme de passer à une nouvelle génération. Il n'entendait pas la chose sous cet angle-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que jusque-là aussi, Ouattara ne nous a pas situé de façon claire s'il compte vraiment se retirer ou pas. Il ne nous a pas encore situé dessus. Ce qu'on sait juste, c'est qu'à l'approche des élections de 2020, il avait évoqué cette possibilité-là d'engager une réforme constitutionnelle en ramenant la limitation d'âge. Et ça, il l'avait évoqué, et ça reste maintenant à voir si vraiment ça va être appliqué. Et je crois que ça sera peut-être... On espère qu'il le fera. Voilà, ça sera peut-être l'une des seules solutions l'une des solutions qui pourra vraiment définitivement, en tout cas, mettre un peu sur la touche, vraiment ce TSC ou ce trio, je sais pas quoi dire. Pourquoi vous souhaitez qu'il soit sur la touche? Non, moi je vais te répondre tout juste. Hein. Oui. Moi, je vais te dire, je le veux pour la simple et unique raison que j'estime que chacun d'eux a montré à la Côte d'Ivoire ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens. Il a eu l'opportunité d'être aux affaires et donc de gérer. Aujourd'hui, on ne dit pas forcément qu'ils n'ont plus rien à prouver à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais dans le contexte qui a prévalu depuis, en tout cas, cette succession de régimes-là, nous a montré qu'on était tous dans une logique de vengeresse ou de vengeance à chaque fois qu'un venait. Il y avait ce ressentiment. Avec vos fameuses alliances dont vous parlez Avec tout à l'heure. les alliances et les désalliances, il y avait ce ressentiment-là qui revient à chaque fois. Et on se dit que pour faire baisser vraiment la tension, il serait peut-être bien qu'à un moment, les trois décident peut-être de se mettre vraiment de côté. On tourne cette page-là et puis on essaie d'amorcer une nouvelle ère. Vous partagez le point de vue d'Élysée Boulougbe? Non, je souhaitais réagir parce que dans ce qu'il dit, Élysée, il y a deux éléments. Est-ce que nos fameux trois grands restent encore dans la course pour 2025? Ça, c'est une question qu'on peut se poser et elle est légitime. Et l'autre question, c'est parce que c'est quand même un événement. C'est quand même la première fois que les anciens présidents et le président Nessis sont tous les trois sur le territoire. Ça ne nous aurait pas échappé. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour apaiser le pays? Alors, donc la préoccupation première, c'est quel rôle ils veulent jouer. Et quand Élysée dit que de part et d'autre, on voit que ça tire à dia, il y a quand même le président Ouattara qui a pris des décisions pour que le président Gbagbo rentre. Bien sûr. Je veux dire, pour qu'il vienne, il a fallu quand même un accord, même si on n'est pas dans le secret des dieux. Et le fait aussi que des exilés reviennent au pays, il a fallu aussi que des décisions soient prises. Donc je pense qu'il y a quand même... Je vais vous délivrer quelques secrets de Dieu. Sur ce même plateau, le porte-parole du président Laurent Gbagbo, qui était Koné Katina, nous disait que les deux se parlent et que même eux n'ont pas certaines informations qui filtrent de la rencontre des deux pour dire qu'ils sont en contact. Il y a certainement des canaux de communication. Et c'est heureux parce que de toute façon, nous sommes tous filles et fils de ce pays. Et c'est tout à fait normal dans une république, dans un pays qu'on ait des obédiences politiques, comme on le souhaite. Mais après, c'est quand nous avons en commun la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une séquence où les Ivoiriens les regardent, nos trois grands, c'est comment est-ce qu'ils se disposent à contribuer à la réconciliation.
Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est cela. Après, bon, les ambitions politiques. Ce que je voulais- L'expression, Alain Toussaint, justement, je me tourne vers vous. L'expression jeu d'alliance est une expression à deux mots. Jeu déjà. Est-ce qu'on n'est vraiment pas dans un jeu aujourd'hui où, juste pour pouvoir obtenir le pouvoir d'État, souvent même, quelqu'un a envie de dire, au détriment de l'intérêt supérieur de la nation, souvent, on se lance dans ces alliances-là. Est-ce que, comme le souhaite Élysée, ce n'est pas la solution pour mettre fin à tout ça? Mais c'était presque le sens de mon intervention. Parce que aussi longtemps que les hommes politiques se mettront ensemble contre un autre uniquement pour pouvoir le neutraliser, vraiment on n'avancera pas. Ils joueraient ensemble contre l'autre. Oui, mais comme l'a fait dégagisme. Laurent Gbagbo par le passé avec le président Ouattara, Bédié en 2005 avec le RHDP, et maintenant les prémices d'un rapprochement ou d'une alliance entre deux anciens présidents. Maintenant, bon, c'est bien intéressant tout ça, mais c'est quoi le projet? C'est quoi la vision? On me dira c'est un peu tôt, mais il serait peut-être intéressant que l'opinion sache sur quoi ils sont d'accord. Parce que le fait de dire qu'on enlève ou on met fin au régime du président Ouattara et qu'on remplace le RHDP par une nouvelle coalition au pouvoir, ce n'est pas ça qui fait avancer le pays. Sur quoi, en 2005 par exemple, irons-nous voter? 2025. Voilà, 2025, c'est cela. Voilà. Quel est le projet? Quelle est la vision? Quel est le projet de société? Parce que l'opposition par le passé, notamment celle incarnée par Laurent Gbagbo, nous avait habitués à un discours plus programmatique. Laurent Gbagbo avait sorti plusieurs ouvrages dans lesquels il déclinait sa vision de la Côte d'Ivoire, etc. M. Bédié en a sorti un sur les chemins de sa vie. Bon, on ne sait plus où les chemins mènent. Maintenant, nous sommes en 2021. Il se remet avec quelqu'un quand même qui a une pratique politique totalement différente. Bédié incarne la droite, le président Gbagbo, socialiste dit-on, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, à côté, il y a le libéral assumé, le président Ouattara. C'est cela qui me semble enfin important, parce que l'addition de désamour, de déception, ne construira jamais la Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit plutôt l'addition de projets, l'addition de visions, qu'on ait des personnalités qui incarnent le renouveau de notre pays et qui permettent aussi de préserver les acquis. Parce que depuis 1960, depuis Houphouët jusqu'en 1993, on a quand même entamé un certain nombre de choses. Jusqu'en 2011 également, et puis depuis quand même une décennie, des choses ont été faites dans le pays. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les préserver? Et ceux qui veulent venir au pouvoir, qu'ils nous déclinent leur vision du pouvoir et la vision pour le pays. Alors justement, ces trois grands-là sont donc interpellés, non deux, mais les trois, pour dire qu'aujourd'hui, tant qu'ils sont là et pendant qu'ils sont là, d'ailleurs on souhaite longtemps qu'ils soient à nos côtés, hein, je ne suis pas en train de dire... Et qu'ils laissent la place à la nouvelle génération. Voilà. Quand ils sont là, ils ont un devoir certainement de réconcilier les Ivoiriens, d'offrir aux Ivoiriens de meilleures conditions de vie. Je crois que c'est ce que les Ivoiriens attendent d'eux. Et j'espère que ces rencontres-là, parce que certains analystes remarquent que depuis la sortie de prison, très rarement, sinon presque jamais, le président Laurent Gbagbo n'aurait évoqué le président Ouattara. Oui, il ne l'a pas fait. Et bon, sans doute qu'on en parlera tout à l'heure avec l'ex-première dame Simone Gbagbo. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est un bug républicain? On verra. Mais après, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de dissensions. On a parlé de ce jeu 1+1 contre 1 à chaque fois. Mais on est d'accord, on dit ils se sont parlé, on a dit l'autre a contribué à faciliter son retour. Oui, mais ce qui compte, c'est l'expression publique. Et ce blackout-là, justement. C'est l'expression publique, parce que effectivement, quand on revient dans son pays, c'est parce qu'on a eu, par exemple, des documents. C'est vrai, on est citoyen, on y a droit. Mais pour le principe quand même, ces documents sont délivrés par un État qui est incarné par des institutions, par des hommes politiques, par des femmes politiques. Donc au moins un clin d'œil à cela. On a notamment un ministre de la Réconciliation qui a beaucoup travaillé à cela aussi. Je vais faire l'équilibriste pour dire que j'ai parlé du fait qu'il n'en parle pas. On dit également chez d'autres analystes que l'absence, par exemple, ne serait-ce que de ce fameux ministre de la Réconciliation à l'arrivée à l'aéroport, ou à l'arrivée, ou depuis que le président Laurent Gbagbo est arrivé, cette absence-là, ce blackout également du gouvernement, n'est pas de nature à favoriser le fait que le président Laurent Gbagbo fasse un petit clin d'œil. C'est une forme de retour qu'il n'a pas, lui. Vous partagez ce point de vue de certains analystes? Moi je ne ferai pas de la langue de bois. Hein. Je vais être honnête avec vous sur ce plateau. Moi, je pense personnellement, à titre personnel, que dans la dynamique vraiment de renforcer la réconciliation
il aurait été intéressant, pour ma part, qu'il y ait des officiels à l'arrivée du président Gbagbo. J'ai dit ça, c'est ma vision personnelle, ma manière de voir. Même s'il est vrai que l'organisation, de façon générale, comme ça a été fait, a été plus ou moins accaparée par le parti politique de M. Laurent Gbagbo, il aurait été quand même intéressant qu'à l'arrivée, pour vraiment des questions de symbole et pour donner un coup d'accélérateur au processus de réconciliation, qu'il y ait eu quand même des officiels du gouvernement. Ça, comme je le dis, c'est un point de vue personnel. Maintenant, Mais ça avait été annoncé. si cela n'a pas été fait, comme je le dis toujours, on peut rattraper la balle au bon avec M. Gbagbo lui-même. Quand il arrive et qu'il engage vraiment des discours qui tiennent, discours qui va dans le sens d'apaiser déjà les ressentiments, d'apaiser les uns et les autres et de donner une lueur d'espoir quant à une issue heureuse pour la suite. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appelé de mes vœux. C'est vrai qu'il n'a pas fini de s'exprimer depuis son arrivée, mais moi, personnellement, j'attendais pour une première prise de parole qu'on aille vraiment dans ce sens. Je pense et c'est chose que je faut... n'ai pas aussi vu. Élysée, attendez, on ne sait jamais. Non, c'est ce que j'ai dit. Non, je dis pour la première prise de parole. Voilà. Pour la première prise de La parole. première- Wait and see. Même si demain on sait qu'il y a une rencontre, mais pour les deux premières prises de parole publiques, déjà, j'aurais vraiment souhaité qu'on... Jeudi prochain, vous serez sur ce plateau-là. Voilà, on va et décrypter. on va décrypter un peu. On va décrypter. On marque une pause, on se retrouve juste derrière parce qu'il faut qu'on parle de cette adresse de Simone Gbagbo, de cette sortie de Simone Gbagbo. On en parle juste après une pause. Bon, deuxième point de notre décryptage, tout de suite, eh bien, c'est la sortie de Simone et Yves Gbagbo. Eh bien, l'intervention date du mardi 6 juillet, intervention au cours de laquelle on n'a pas manqué de remercier eh bien, les uns et les autres, les Ivoiriens, ses partisans, pour l'accueil réservé à leur président, notre président est de retour. Merci donc au président Ouattara également. Exactement, c'était un discours, on avait déjà décrypté un peu sur ce plateau Oui. en début de semaine, c'était un discours rassembleur, très posé dans la posture même de l'intervenante, et on a même décrypté certains symboles, comme tu l'avais dit, le siège vide juste derrière elle par exemple, Ouais. qui pouvait symboliser beaucoup de choses, mais derrière surtout c'est la position et la posture, parce que certainement que ces partisans, au vu de l'actualité précédente et très matrimoniale qui a prévalu pendant ces dernières semaines, donc concernant son futur ex-époux et Nadi Bamba, peut-être que ses partisans l'attendaient sur une réponse peut-être sur cette situation, sur son prochain divorce, mais elle est venue et elle a ce discours rassembleur, ce qu'on attendait du président Laurent Gbagbo. Je pense que c'est elle finalement qui l'a fait, en parlant par exemple de l'amour. Le temps est favorable pour la manifestation de l'amour Avec grand A, avec c'est grand A important par de le exemple. souligner. Elle a également félicité aussi, elle a mis en valeur son ex-époux en saluant toutes ses victoires, toutes les victoires qu'il a pu avoir lors Son de son ex-époux, procès. le divorce n'a pas été Non, son prononcé. futur ex-époux. Non, même, on n'en sait rien, parce que le juge a demandé qu'il réapprenne à s'aimer, donc on n'en sait rien. Ouais, ça s'appelle une audience, je peux savoir. Ça s'appelle une audience de conciliation. De Oui, il est conciliation. habitué, donc, il On sait, attend il de connaît voir, un peu mais les je considère encore que pour l'instant, c'est le futur ex-époux. Donc, elle a vraiment salué l'engagement de son mari et les victoires qu'il a pu engranger, mais c'est également prononcé également sur l'action menée aussi par le président Alassane Ouattara pour favoriser le retour également du président Laurent Gbagbo, à qui elle a dit également merci. C'était un discours franchement rassembleur et qui a appelé toutes les parties à se retrouver, et même elle a appelé à l'union de son parti aussi, en certaine manière. Moi, j'ai deux ou trois petites questions. La première question, c'est pourquoi maintenant, selon vous, cette sortie de Simone Gbagbo? Bon, déjà, je voulais dire que le discours n'est pas seulement rassembleur, il est surtout responsable. Très bien. Parce que d'abord, on en finit avec l'épisode des jupons, on n'a pas encore donne fini, on la sait place jamais. à la politique. Alors pourquoi Oui. maintenant? Vous estimez que elle estime que le temps est venu. Je pense qu'elle a et eu pendant que les gens sont en train d'aller au Congo, elle est parle. Exactement, je pense qu'elle a sans doute eu aussi les échos de l'opinion, hein, qui n'était pas forcément heureuse de ce qui s'est passé. Et ce qu'elle a dit a quand même une grande portée. Et d'abord, le fait qu'elle ait mentionné le président de la République, qu'elle remercie. Moi, je pense que c'est un geste républicain et responsable. Et puis, elle a surtout évoqué Charles Blé Goudé, qui est le grand oublié de cette séquence de l'arrivée du président Gbagbo, qui lui-même n'a même pas mentionné son ex-co-détenu à la CPI. Et maintenant, c'est un message à l'endroit des militants du Front populaire ivoirien, tendance Gore, pour dire qu'il faudra bel et bien compter sur Simone Gbagbo. C'est une femme politique redoutable et je pense que sa prise de parole
en appelle d'autres. Élisée Boulougbe, le timing. Oui, mais moi je trouve que le timing il est raisonnable. Ah, c'est le contexte qui appelle un tel message, moi c'est ce que je pense. Hein. Parce que, comme on le disait tous ici, on avait vraiment espéré que les premiers mots de Laurent Gbagbo aillent un peu dans ce sens, ce qui n'a pas été le cas. Et je me dis que quand elle prend un peu le pouls de la situation, quand elle voit un peu la tenue que prennent les événements, elle se dit en tant que femme politique, en tant qu'une voix qui porte dans la nation, il y a quelque chose à faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut certainement tenir un discours qui soit à mesure d'apaiser déjà les populations et qui soit de nature aussi à concilier bien évidemment. Moi, je ne vois pas en ça forcément une volonté ou un agenda forcément caché. Non. Je pense que Mme Gbagbo a parlé avec non, Mme Gbagbo a parlé avec son cœur. Et comme pouvait le dire Alain, certainement qu'elle a eu un retour de l'opinion. Parce qu'une chose est sûre, souvent on parle des leaders politiques, on parle de ce qu'ils veulent. Mais les Ivoiriens, dans la grande majorité, ont une volonté. Pardonnez-moi de vous arrêter, mais je parle tout à l'heure de timing que certains analystes ont vu comme étant une stratégie pour dire Simone Gbagbo s'exprime au moment où son époux est hors du pays. Il est donc en visite privée au Congo. Bah, il rentre, elle peut attendre son retour. Elle s'exprime quand il n'est pas sur place. Elle parle de ce dont il n'a pas parlé. Non, moi je ne suis pas d'accord avec le fait que tu dises qu'elle n'est pas un agenda caché. Parce que quand tu écoutes la fin de son discours où elle dit que j'ai été célébrée... Elle n'a forcément pas un agenda caché. Non, certainement. J'ai été célébrée en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays africains, au Canada. Elle parle de sa notoriété, finalement, qui a toujours été présente. Et du fait également que c'est... Finalement, elle, le pilier de ce parti aussi. Donc, elle profite un peu de l'absence. Non, sur cette base-là, elle peut donner, ça peut servir de prétexte. Non, c'est pour légitimer en fait ce qu'elle est en train de dire. Oui. Je parle en tant que Simone Gbagbo, même Simone Gbagbo qui n'est pas n'importe qui, une Simone Gbagbo quand même qui est connue et qui a été célébrée quelque part. Donc, une voix qui porte en fait. Donc, c'est ce qu'elle revendique et je trouve que c'est juste. Comme je le dis, je ne dis pas forcément qu'elle n'a pas d'agenda, mais je dis qu'on ne peut pas aussi tout de suite dire de ce discours-là que c'est un discours qui cache un agenda forcément. C'est ce que je suis en train de dire. Ben non, enfin... Comment vous pensez que la population perçoit cette sortie de Simone Gbagbo? C'est un message de réconciliation, d'apaisement. Comment on perçoit ça? Ben, disons que pour l'instant, on n'a pas encore de structure de sondage en Côte d'Ivoire, mais il faut juste parcourir les réseaux sociaux et s'assister un peu sur les tendances. Je pense qu'en règle générale, nos compatriotes ont apprécié cette sortie-là. Parce que comme l'a dit mon aîné Toussaint, c'était un discours responsable. C'est aussi un peu, j'allais dire, un peu par feu par rapport au discours du moment, ambiant. Moi, je disais sur un autre plateau quelque part que, par principe, les affaires matrimoniales... Finalement, vous arrêtez de vous balader sur les plateaux. Je l'ai en cœur depuis un moment, donc j'en profite pour tous les deux. Vous voulez que j'arrive par rapport à ça ou on passe à autre chose? Mais il fallait que je le dise quand même. Non, mais donc oui, après, vous m'avez fait le fil de mon idée, mais ça servait de parfait, je vous ramène à l'idée. Voilà. Non, ce que je veux dire, Mme Gbagbo, on la connaît comme une femme politique. J'allais même dire le couple Gbagbo, parce que si on a bien compris, ils sont connus d'abord politiquement avant de se connaître sur le plan. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que les Ivoiriens attendent de nos hommes politiques, c'est qu'ils fassent de la politique. Et je pense que ce discours qu'elle a eu à ce moment précis, par rapport à ce que nous savons de ce qu'il y a de propos, des discours ambiants, oui, je pense qu'il fallait... Je pense que c'est une sorte de recadrage du débat politique. Exactement. Voilà. C'est quoi l'essentiel? Mais recadrage même de son propre camp. Au moment où beaucoup s'égarent, il est vrai que Gbagbo incarne à lui seul l'ambition ou les ambitions du FPI, la vision, etc. Mais on a semblé quand même observer une sorte d'égarement depuis le 17 juin où des lignes de fracture sont clairement apparues. Et Simone était un peu au centre enfin en tout cas au milieu de plusieurs eaux. Donc là, elle ramène, comme on dit, la balle là où il faut, elle se positionne. C'est vrai, dans ses propos, il y a un soutien à l'ex-président Gbagbo, mais elle aussi, elle est en train de se positionner personnellement. Parce qu'une bataille quand même interne va s'ouvrir. On a parlé d'une prochaine rencontre entre le président Gbagbo et l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. On parle également de la création d'une plateforme par l'ancien président Gbagbo. Et Simone Gbagbo, compte tenu des problèmes privés qu'elle a avec l'ex-président, risque aussi de se retrouver sans avoir forcément un endroit où aller mener son combat politique. Donc là aussi, elle prend acte, voilà, et c'est un pari aussi pour le futur.
C'est pas une prise de Avait-elle parole. envie de dire, de passer des messages? Donc le premier, je suis Simone Gbagbo, Oui. je reste debout Et je suis là. envers et malgré tout. Je suis une femme politique, je fais de la politique, je Tout à suis fait, là. tout à fait. Et C'est une bonne Oui, il réponse. faudra aussi, compter faudra sur moi. compter sur moi. Tout à fait. Edith en parlait il y a peu. La fin de son propos, c'est de mettre en relief sa popularité. Et de se mettre en valeur. Voilà. Parce qu'elle a mis en valeur les deux premiers. Exactement. Laurent Gbagbo et Tout à Alassane fait. Ouattara. Elle a dit beaucoup de choses. Hein. Comme on l'a dit, le discuter est responsable. Je pense que ça permet, comme j'ai dit, de recadrer un peu le débat politique. Parce que ce qui intéresse les Ivoiriens, ce n'est pas les affaires de jupons, comme disait Toussaint, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour que le pays avance. Donc je pense que là, c'était quand même. Et puis les propos qu'elle a eus intéressant. sur la réconciliation, Tout à fait, sur oui. Le fait de l'unité demander nationale, que, voilà, c'est quand même nouveau. Tout à fait. Dans ce contexte politique où chacun prêche pour sa chapelle ou pour son camp, Et puis surtout, elle vient remet un peu les choses en perspective. Surtout en tant que femme qui, Et on fait dernier tour de table, j'ai 15 secondes avant la pub. En tant que femme qui a été, on va dire, humiliée, après ce sont les remarques, les commentaires sur les réseaux sociaux par rapport aux gestes qu'elle a eu à vivre à l'aéroport, avec également tout ce qui se dit sur leur vie conjugale et tout. C'est une femme qui montre qu'elle ne se laisse pas ébranler, une femme politique redoutable, comme tu le dis, Elle reste qui debout. ne se laisse pas ébranler, qui montre que c'est l'une des femmes politiques, l'une des plus importantes en Côte d'Ivoire. Donc elle reprend sa place, elle se positionne et elle joue sur le fait que son mari, qui est occupé à d'autres affaires, n'a pas le temps de s'intéresser à cet aspect de rassemblement de son parti. Et elle tape en plein dans le mille pour pouvoir se repositionner et montrer que c'est une femme forte et puissante. Je vais laisser parler plus de 15 secondes parce que vous étiez une femme qui parlait d'une femme. Avec beaucoup de Merci pour ferveur. la compréhension. Je vous en prie. Et la compréhension du e-forché. On marque une pause. Autre point de notre décryptage, après les points Gbagbo et Gbagbo, Simone. J'avais ce jeu de mots là en L'affaire tête. Gbagbo et Gbagbo. Oui. Mais pour conclure Bon, dessus, ça va, on me dit dans l'oreillette. Allez-y, Pour ça conclure suffit. sur les affaires Gbagbo comme Gbagbo, on peut dire juste Gbagbo un comme petit Gbagbo. mot rapidement. Oui. Non, on parlait du discours de Mme Gbagbo, on a dit qu'il était responsable, mais je pense que enfin, les considérations religieuses, messianiques aussi, je pense qu'il faut Elle a peut-être beaucoup épurer un peu le discours. Quoi. Ouais, c'est ça. J'ai vu un autre symbole chaque fois quand on revoit le discours, je Oui, voyais oui. la main qu'elle. Temporisé. Moi, je me suis très porté sur les symboles, donc vous comprenez pourquoi. Bon, alors l'autre point du décryptage ce soir concerne le transport. Le gouvernement a décidé de prendre des mesures. L'objectif visé, c'est face à l'accroissement des accidents de la circulation et d'autres. On voit des images d'ailleurs d'illustration et corrélativement du nombre alarmant des victimes, estimé à près de 1200 tués et plus de 21 000 blessés en moyenne par an. Ça fait peur. Il faut prendre des mesures, dites-vous. Oui, totalement, il faut prendre des mesures. Et je pense qu'on avait reçu il y a quelque temps le ministre des Transports. Amadou Kone, le ministre des Transports, qui avait montré son engagement et sa volonté ferme de restructurer le secteur du transport en Côte d'Ivoire en apportant également des améliorations comme la digitalisation, donc avec la vidéo-verbalisation, mais aussi qui s'est rendu compte des insuffisances donc, au niveau du traitement, par exemple, du service technique, au niveau des véhicules qui sont en circulation, mais aussi au niveau de la délivrance des permis de conduire, donc renforcer la sécurité de la délivrance des permis de conduire en intégrant au niveau des examens les gendarmes, par exemple. Donc il est très engagé. Et il est bien courageux, le ministre des Transports, à la face à ce sapin à plusieurs têtes. Oui, parce que c'est un secteur qui englobe énormément de structures, de syndicats avec lesquels il faut manager, qu'il faut gérer. Et je pense qu'il a la tâche et ça apporte tous ces résultats. Renforcement de la signalisation routière, renforcement du contrôle sur les camions, immatriculation et visite technique obligatoire pour tous les véhicules motorisés, y compris les 2 et 3 roues. Cité pêle-mêle comme ça, obligation de tenir le permis A et de disposer d'une assurance pour les conducteurs de motos et tricycles, sensibilisation des usagers du transport sur l'interdiction formelle de l'utilisation du gaz butane comme source d'énergie dans les véhicules. Ça se dessine, Élisée Boulougou. Bien sûr. Et on appelait ça de nos voeux, parce que quand tu regardes un peu tous ces chiffres qui sont donnés, c'est quand même des chiffres alarmants. 1200 décès par an. C'est énorme. Dans le cas des accidents, c'est quand même un peu trop. C'est quand même un peu trop. Et je pense qu'à un moment, il fallait vraiment taper du poing sur la table. Et c'est ce que nos autorités sont en train de faire. Je pense aussi que dans les mesures, il y a vraiment nécessité, moi, à mon avis, en plus de tout ce qui a été dit là, d'éduquer
franchement les populations sur la question routière, sur tout ce qui concerne C'est marqué la sensibilisation des usagers du transport. Bon, après, il y a l'utilisation de gaz butane, mais tout ça. sur l'ensemble, vous souhaitez que ce soit sur l'ensemble. Par exemple, je pense que bon, eux, ils sont mieux placés que moi-même pour savoir qu'il y a des localités en Côte d'Ivoire ici déjà où pratiquement la quasi-totalité des véhicules de transport en commun utilisent du gaz butane. Il y a des localités qui sont connues. Et ça, on le sait, nous tous. Tu vois, à Bournois, la quasi-totalité des taxis sont gaz butane. Tu vois, à Yamoussoukro, c'est pratiquement pareil. Un peu partout. En tout cas, on a des localités où tout le monde sait plus ou moins que c'est comme ça. Je pense que déjà, il faut commencer à réglementer dans ces localités-là. Et comme je le dis, il faut que quelquefois, il y ait des mesures chocs. Quand je dis des mesures chocs, des mesures de répression vraiment chocs, qui puissent fouetter un peu, ou du moins, je dis choquer la population. Quand on assiste, par exemple, à cet accident qui a eu lieu il y a quelques jours, juste à l'ouverture du bac à Yamoussoukro, dans lequel une élève, une candidate a perdu la vie et plusieurs autres de ses camarades sont blessés. Je pense qu'arrivé à un certain moment, et quand on regarde, on voit les circonstances, c'est juste un feu gris, hein, un feu gris qui a produit ça. Supposons, imaginons, oui. Aujourd'hui, M. Élisée Boulougou, vous êtes ministre des Transports, vous avez cette décision-là, on vous présente la situation. Vous parlez de mesures fortes, vous prenez quoi comme mesures fortes? D'accord. La première chose que... Bon. Allez-y, monsieur le ministre. Oui, monsieur merci déjà pour cette prophétie. Non, monsieur le ministre, monsieur le ministre n'a pas de place. Non, monsieur le ministre, je monsieur le ministre, non, c'est quelqu'un de très compréhensif. Vous savez qu'on est juste en train de parlementer sur un plateau. Il comprend. Il fait du très bon travail. Ça, je tiens à le dire, parce qu'aujourd'hui, même quand on voit comment est-ce que les syndicats fonctionnent, l'une des premières choses que moi, je pense qu'on doit faire, c'est de réglementer la gestion même au milieu du transport, surtout au niveau des syndicats. On ne peut pas être dans un milieu où il y a une pléthore de syndicats et où on n'arrive même pas... Je me rappelle d'un des derniers rapports, un rapport qu'avait fait à l'époque la Banque mondiale sur la question du transport, et on avait plus de 160 à 200 milliards qui ne rentraient pas dans les caisses de l'État, c'est-à-dire qui circulaient parmi les syndicats et tout ce qui était autour du transport. Donc moi, la première chose que j'allais faire d'abord, c'est de chercher à récupérer cet argent-là, parce que ça va servir à l'État. Donc déjà d'essayer de restructurer, de vraiment assainir le milieu des syndicats de transporteurs. Ça, c'est important. Et ça, c'est une mesure courageuse. Pourquoi? Parce que la filière, on connaît un peu plus ou moins. Parfois, quand on s'en va voir ces syndicats-là, quand on essaie même ils te disent que ça va jusqu'en haut là-bas. Ça monte jusqu'en haut. Dont on connaît jamais donc, la tête. Donc, d'avoir le courage, en fait. Ça, c'est la première mesure courageuse. Très bien. On reviendra, si on a le temps, sur d'autres mesures. Oui, moi, je ne vais pas innover en relevant l'activisme au sens noble du terme. On fait notre dernier tour de table. J'ai 2 minutes avant. Oui. Ministre Amadou Koné, non, je pense qu'il fait ce qu'il faut. Il faut remettre de l'ordre dans le pays. Le secteur du transport est à l'image, de l'ensemble du pays. Il faut remettre de l'ordre. Très bien. Par moments, c'est du désordre organisé. Et vous avez l'impression qu'il y a déjà un début d'ordre qu'on est en train de chercher? Je pense que, comme j'ai dit, le ministre Koné, depuis qu'il est aux affaires, je pense qu'il fait partie des ministres qui justifient leur émolument. Et moi, je le soutiens personnellement. Il faut espérer que d'autres ministres aussi adressent les problèmes des populations et prennent les mesures qu'il faut. Parce qu'il y a des situations transversales dedans. Exactement. Alain Toussaint. Oui, juste d'un mot sur l'immatriculation obligatoire là, de tous les véhicules, enfin les tricycles et autres. Je pense que c'est très important. Et surtout peut-être l'obligation de mettre un casque. Parce que très souvent, beaucoup sont sur leur engin, mais... au défi de leur propre sécurité, au mépris de leur propre sécurité. Très bien. Voilà. Et surtout les lois qui sont édictées en matière d'organisation du secteur des transports et même de répression, parce qu'on a une loi qui a été également prise en compte et votée, qui fait de telle sorte que lorsque un conducteur commet un homicide involontaire, il y a le retrait du permis et tout ça. Donc il faut que les lois qui sont données soient effectivement appliquées sur le terrain. En fait, l'autre drame de notre pays, c'est que les lois, on en a à profusion. On ne fait que ça. Voilà. Il y a des permis qui ont été retirés déjà? Oui, il y a une commission de retrait de permis qui existe, mais je pense qu'il faut renforcer cela et appliquer les lois comme il se doit. Très bien. Madame, messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie autour de cette table. Pour ce moment de décryptage, nous on vous donne rendez-vous lundi. Inch'Allah. Demain, sur ce même plateau-là, c'est Kony et ses girls qui vous promettent un bon moment de télévision. Yeah. Donc, on vous retrouve lundi pour d'autres bons moments de télévision. D'ici là, restez Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À lundi.